On était facilement sur la même longueur d'onde. Le dialogue était faisable assez facilement parce qu'à la différence de pas mal d'autres avec qui j'ai travaillé, il avait des références musicales. Ça ne veut pas dire qu'il était musicien, il ne faisait pas de musique, il ne savait pas en faire, mais il était complètement fou de musique classique d'abord, et pas seulement, mais classique. Et donc il écoutait énormément. Et il a très vite, il savait dire par rapport à quoi il voulait qu'on travaille. Ce qui était à la fois un carcan parfois, mais en même temps, ça donnait la voix. Ce qui était formidable, c'est qu'il m'associait très tôt dans le travail, quoi. Depuis la meilleure façon de marcher jusqu'à la dernière fois, ça a été pareil. Et ça, c'est pas toujours le cas. Bon, parfois, c'est pas possible parce qu'il y a des circonstances économiques qui font que le musicien arrive très tard. Et souvent, le musicien arrive tard sur un film. Mais là, c'était vraiment, il aimait beaucoup qu'on soit là tôt. Et qu'on parle, parce qu'on parlait, effectivement, on parlait film, on parlait pas seulement musique, on parlait film. Comme j'ai la même formation que lui, on a fait l'IDEC tous les deux. Et on parlait quand même, le langage était commun. En partie sur le plan de la musique et complètement sur le plan du film. Quand il me parlait de ce qu'il allait faire sur le plan, comment dirais-je, stylistique, du cinéma lui-même, ça résonnait pour moi. Et donc je pense que il y avait une espèce de feedback qui marchait bien. J'ai fini par comprendre que quand il me faisait ses références musicales, c'était très souvent les disques qu'il avait entendus, qu'il écoutait, qu'il avait envie d'entendre, et donc c'était souvent ce qu'il mettait ou en écrivant, mais comme il écrivait rarement seul, ou en réécrivant à deux, en tout cas, c'était lié pour lui à l'écriture de ce qu'il allait filmer. C'est le rêve musical qu'il voulait transposer dans le film, je dirais, en général. Et c'est ce qu'on retrouvait. Alors ça se retrouve évidemment le plus, c'est dans l'accompagnatrice, bien évidemment, puisque le vecteur de toute la relation des deux femmes dans l'histoire, c'est la musique. Plus encore que dans l'effronté. Invitez-moi à danser. La meilleure façon de marcher date de le tournage de 75, été 75, mais nous sommes rencontrés en 60. Il y avait deux choses, puisqu'il y avait toute la séquence du bal, qui est en fait beaucoup de musique, il y a je ne sais plus combien de minutes, et puis l'autre, il m'a dit, je rêve de quelque chose, bon, je pense à au quatuor La jeune fille et la mort de Schubert. Alors j'ai passé l'été 75, je me rappelle, en Corrèze, chez ma tante, on a passé 3 semaines là-bas, on a écumé tous les bals des environs, ma femme et moi, pour voir, parce que moi les bals, bon, je savais danser, mais je n'ai pas fait attention, comment c'est dans les bals, les trucs, les machins, donc vraiment j'ai fait un documentaire en quelque sorte sur les bals. J'écoutais le mouvement lent, parce que c'était pas non plus tout le quatuor La jeune fille et la mort, c'était le mouvement lent, là où il reprend la mélodie de Schubert, qui est une des choses les plus belles de la musique. Parce qu'il faut dire que Claude avait un goût absolument formidable en musique. J'étais au tournage, j'étais au bal, mais le bal s'est passé de façon amusante, puisqu'il y avait un vrai orchestre, donc on ne voit jamais vraiment, on voit juste le bas, et l'action est vraiment devant, ce sont les danseurs, et en réalité, on a enregistré les dialogues parce qu'ils ont réfléchi comment on fait sur le plan sonore. Donc on a enregistré le dialogue, ils parlaient, les acteurs parlaient, et il y avait le rythme était donné par l'orchestre qui jouait à minima. Et après, on a enregistré complètement le bal dans un studio, quoi, à Paris, à Boulogne exactement, un studio d'Amiens. Et donc là, j'avais rajouté un truc parce que je trouvais que c'était du vérisme, c'est pas mon truc. Je veux dire, je trouve pas que la tentation du vérisme c'est si bien. Et dans le cinéma français, que je pense que ça a fait beaucoup de dégâts. Mais et j'ai proposé à Claude, il m'a dit bah oui, pourquoi pas. Et j'ai ajouté une basse continue, c'est-à-dire un clavecin qui fait des notes basses. Et ça donne, pour moi, ça donnait. Et il a dit ah oui, c'est plus bizarre et c'est bien. C'est là. De quoi as-tu peur? Où as-tu mal? N'aie pas peur des coups, Marc. C'est là où tu te trompes. J'ai honte. J'ai seulement honte. Là où tu as honte, là où ça te démange, ça me démange. Moi aussi. Là où ça te gratte, ça me gratte. Moi aussi. C'est sûr que ce bal, il est extraordinaire. Enfin, toute la violence qui était sous-jacente sort à ce moment-là d'une façon très inattendue. Enfin, et je l'ai revu, il y a quelques années, je l'ai revu. J'étais épaté parce que ça tenait très très bien. Il a écouté les propositions.
Et ça a été valable aussi pour le suivant, qui est pour moi, pour le film pour lequel j'ai une énorme tendresse, qui est Dites-lui que je l'aime, et que je pense être un de ses plus réussis, même si c'est pas toujours son avis. Lui, il n'a pas été de cet avis très longtemps, parce qu'il a été très blessé, je pense, de l'échec commercial de ce film, qui était un des plus personnels, un très beau, c'est un film, comment je dirais, c'est farouche, il y a de la sauvagerie, c'est un film qui avait la grâce, et il a mis longtemps à reconnaître qu'il l'aimait, Claude. C'est drôle, parce qu'effectivement, ça l'a empêché de faire tout de suite dans la foulée ce qu'il aurait aimé faire. Il m'avait dit, je rêverais de quelque chose d'obsédant, tu vois, l'accompagnement de Marguerite au Rouet, donc le lied de Schubert, encore Schubert d'ailleurs, il adorait Schubert, et moi j'ai une passion pour Schubert, de toute façon ça tombait bien, et donc j'ai pas eu besoin d'écouter tout l'été Marguerite au Rouet, je connaissais vraiment tout à fait par cœur. Et l'idée, c'était quelque chose d'obsédant. Et j'ai résolu la question en se disant, on va faire l'obsession, en quelque sorte, avec le piano, qui va reprendre sans arrêt le même thème. C'est le thème de la folie, c'est en fait de l'intériorité du personnage de Pardieu. Et j'ai retourné complètement la cellule d'accompagnement de Marguerite au Rouet, et j'ai retourné les notes, et c'est devenu tout autre chose, mais c'était quand même pas loin, en quelque sorte. Mais c'était vraiment autre chose. Et là-dessus, j'ai bâti des mélodies. Quand il utilise ce thème que j'avais fait avec le piano, cet ostinato, comme on dit, ce mouvement perpétuel de piano, c'est quand même d'une efficacité, je crois, assez grande. Et ça donne bien ce que je cherchais moi. C'est-à-dire que ça projette l'intériorité de ce qui se passe à l'intérieur du crâne troublé du héros. Et puis je continue à aimer beaucoup la musique finale, qui est, je crois, c'est tragique de dire ça, il y a 35 ans, un des plus beaux thèmes que je crois avoir trouvé, et trouvé facilement. Enfin, c'est venu tout seul. Il a repris le thème final et le générique fin de Dites-lui que je l'aime pour La Petite Lily, dans la séquence qui correspond dans La Mouette à la pièce de théâtre que monte Tréplef avec Nina. Il m'a dit, je voudrais ça, j'ai monté la séquence là-dessus, parce que tout le reste qu'on m'a apporté ne marche pas, est-ce que tu permets que je m'en serve? J'ai dit, si les éditeurs sont d'accord, moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. En plus, c'est pour moi un des meilleurs morceaux que j'ai jamais écrit, je crois. Mais donc il l'a passé, et là, il n'y a rien d'autre dans mon souvenir. On a failli faire un autre film qui était un scénario magnifique, qui s'appelait La Java. Ça devait être tourné en 80. Ça devait être avec Miu Miu, Claude Brasseur, Depardieu, et j'oublie qui encore, je ne me rappelle plus très bien les autres. Et c'était, j'allais dire, c'était comme si les sourires d'une nuit d'été rencontraient French Cancan, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'était une histoire qui se passait dans une ville d'eau, en été, avec une troupe de danseuses de Cancan qui envahissait. Ça se passait vers 1900, et tous les personnages changent de place, en quelque sorte. C'était comme dans le film de Bergman, c'était un hommage à la fois à Renoir et Bergman. Et c'était un superbe scénario où il y avait tout se terminait, la résolution de l'énigme, enfin de l'intrigue se faisait au moment d'un French Cancan qui devait durer 10 minutes, sur lequel j'étais déjà en train de travailler quand soudain la production a décidé de ne pas le faire. C'est vrai que on ne pouvait pas mettre de musique là où Charlotte parlait, parce qu'il ne faut pas oublier que Charlotte n'a pas une voix de stentor. C'était très étonnant, ce tournage, où quand elle ouvrait la bouche comme ça, avec cette petite voix qui collait merveilleusement bien au personnage, il n'y avait pas un bruit sur le plateau. C'était fou de la tension que c'était une gosse, elle avait 13 ans, donc cette gosse donnait aux autres. Les autres étaient complètement rivés à ce qui arrivait. Et mais c'est vrai que ça m'est arrivé plus d'une fois, avec lui et d'autres, de faire en sorte que ce soit comme l'accompagnement musical d'une voix non pas chantée mais parlée. Dans l'accompagnatrice, la musique elle est hyper présente, et que je me rappelle au mixage, c'était la seule fois de ma vie où c'est d'abord moi qui ai mixé avant que lui ne mixe avec le mixeur. C'est-à-dire le mixeur et moi nous avons travaillé pendant je ne sais plus combien de jours sur tous les chants. Parce que on avait à l'époque, on enregistrait en multipiste, on a enregistré donc je ne sais plus combien de pistes, c'était 24 pistes, et il a fallu après les reporter
et faire en sorte que le mixage soit utilisable le mieux possible après, dans le mixage. Moi, ce que j'ai le plus aimé rencontrer dans son univers quand on a travaillé ensemble, j'allais dire, c'est ce qu'il y avait de farouche en lui, comment dirais-je, à la fois très blessé et très chaleureux et réservé. Il était un peu les deux. Je ne sais pas comment expliquer, c'est difficile de résumer quelqu'un qu'on a connu quand même 52 ans à peu près. Et donc finalement, on était plus proche qu'intime en réalité, parce qu'on se voyait enfin on se voyait bien sûr, mais chacun avait ses vies, chacun faisait d'autres choses, et on s'est beaucoup croisés évidemment quand on a travaillé ensemble, et on s'est recroisés après. Mais oui, je dirais que c'est ça. Il avait une singularité qui n'apparaissait pas aux gens, parce qu'il pensait que parce qu'il utilise des comédiens très connus, donc a priori commerciaux, et on sait très bien qu'on aime beaucoup en France les artistes maudits et les gens qui échouent, en fait, ça plaît beaucoup. Enfin bon, en réalité, c'était pas du tout un artiste maudit, heureusement. Il avait des choses à dire, et je pense qu'il les a plutôt... J'aurais pensé qu'il aurait pu en dire encore quelques années, mais bon, malheureusement, c'est plus possible, mais il avait un univers qui passait malgré, justement, avec ça, parce qu'il avait été probablement dans cette mouvance qui était celle de Truffaut, qui était d'un cinéma... Truffaut, évidemment, au début, il a eu peu de moyens dans les deux premiers films, mais après, c'était fini, ça. Donc, c'était des gens, Truffaut faisait partie de ces gens qui avaient des choses à dire, on aime, on n'aime pas, mais c'était impeccablement prononcé. Le discours était très bien écrit, en quelque sorte. Et je crois que Claude, il aimait ça, il aimait les choses, il aimait les beaux textes, c'était quelqu'un qui avait un grand goût en matière littéraire, donc s'il aimait les beaux textes, pourquoi il n'aurait pas aimé aussi les films bien fichus? Il venait à la maison et on se mettait au piano, parfois je jouais des choses au piano, il me disait, alors je disais, attends, je vais te faire entendre, je prenais une partition de telle sonate, de tel compositeur ou de telle autre œuvre, et je lui disais, est-ce que ça te ferait penser à ça? Donc on prenait le champ le plus large, et puis on restreignait de plus en plus, jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qu'il attendait, en quelque sorte, et puis après, à moi de réfléchir, j'improvisais parfois, crayon à la main et papier sur le pupitre, bon, et ça marchait plutôt pas mal. Il n'avait pas du tout besoin d'avoir une maquette au synthétiseur. Il y en avait à l'époque, il faut dire au début, il n'y en avait pas. Ou en tout cas des très très primitifs, je dirais. Dans les années 70, c'était pas encore ça.